Bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous recevons sur notre plateau des spécialistes de la santé. Aujourd'hui, nous parlerons de l'alimentation du bébé de 0 à 2 ans et des préliminaires dans la sexualité d'un couple. Et pour cela, je reçois sur mon plateau le docteur Haddad Farid, qui est pédiatre, et le docteur Jean-Paul Kwame, que vous connaissez tous ici, qui est sexologue clinicien. Bonjour à tous. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Quel parent ne s'est pas inquiété un jour de la croissance de son bébé, de ce qu'il mange, de ce qu'il ne faut pas manger, de ce qu'il faut éviter de manger aujourd'hui? Nous répondons à toutes vos questions ou presque à toutes vos questions sur l'alimentation du bébé. Et c'est avec le docteur Haddad Farid. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Vous êtes pédiatre? Je suis pédiatre. Depuis combien de temps? Ça fait depuis 1976. Très bien. Et notre second invité, tous les vendredis, vous le savez, nous recevons 2 invités ou plus. Notre second invité aujourd'hui est le docteur Jean-Paul Kwame. Il s'agit avec lui de parler de la place des préliminaires dans la sexualité. Il semblerait que ce soit une étape très importante. Le docteur nous en dira davantage. Docteur, c'est une étape primordiale? Primordiale surtout pour la femme. Très bien. Alors, chers invités, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, merci de suivre tous les jours tous les vendredis, Business Matin Santé. Et notre premier invité, comme je l'ai dit, il s'agit du docteur Haddad Farid. Il est pédiatre. Et aujourd'hui, avec lui, nous parlons de l'alimentation du bébé de 0 à 2 ans. Docteur, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Qu'est-ce qu'il faut trouver dans l'alimentation du bébé de 0 à 2 ans? Merci Irène. Avant de parler de l'alimentation, on va parler du bébé. D'abord, il faut définir le bébé. Le bébé de 0 à 2 ans, en général, on a trois périodes chez le bébé de 0 à 2 ans. C'est la première période de 0 à 6 mois. La deuxième période de 6 mois à 1 an. Et la troisième période de 1 an jusqu'à 3 ans, mais on va s'arrêter à 2 ans puisque le sujet s'arrête à 2 ans. Son développement, ce bébé, quand il naît, normalement, il pèse 3 kilos. Et il double son poids de naissance entre 3 mois et 6 mois et le triple à 1 an. Donc, et de même que pour sa taille, il naît à 50 cm, il finit à 75 cm. C'est pour vous dire que la première année de vie est fondamentale parce que c'est une période où la croissance est très importante. Le bébé, la première année, il prend 7 kilos et la deuxième année, il prend 2 kilos. Au point de vue taille, il prend la première année, il fait 25 cm et la deuxième année, il en prend 10 cm. C'est pour vous dire que le développement est très important et pour cela, il a besoin d'une très bonne alimentation pour pouvoir grandir et se développer. Maintenant, les aliments, on les trouve essentiellement parce que d'abord, dans l'alimentation va apporter à l'enfant les éléments nutritifs qui sont de 4 à 5 ordres. Premièrement, il y a l'eau. Deuxièmement, il y a les glucides. Troisièmement, il y a les lipides. Quatrièmement, il y a les protides. Vous avez les vitamines, les sels minéraux. Maintenant, ces éléments qui sont importants, on les trouve dans l'alimentation. Donc, les glucides, on les trouve essentiellement dans le lait et surtout les céréales et les farines. Les lipides, on les trouve dans les corps gras.
Les protéines sont essentiellement, c'est surtout les protéines dans ce qu'on appelle les protéines animales ou bien les protéines végétales. Et les sels minéraux et les vitamines, c'est surtout au niveau des fruits et légumes. Donc, ce sont ces aliments que l'enfant doit manger cette première année pour avoir tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour se développer et grandir normalement. Maintenant, ces éléments qui sont les protéines, les lipides, les glucides ou bien les sels minéraux, on ne peut pas les consommer comme on veut. Il y a un pourcentage à respecter pour qu'on parle d'alimentation équilibrée. Dans le sens que dans une alimentation équilibrée, on a besoin de 55% de glucides, on a besoin de 15% de protéines et le reste, ce sont des lipides. Donc, voilà. Comment savoir que dans l'alimentation de mon enfant, si il y a tel pourcentage de glucides, il y a tel pourcentage, il faut peser, comment est-ce qu'on se rend compte de cela? Non, vous n'avez pas besoin de peser. En fait, c'est pour vous dire qu'en réalité, on doit avoir une alimentation diversifiée, ça au moment de la diversification. Mais la première étape qui est importante, c'est l'étape de 0 à 6 mois. Et en général, c'est une étape où l'enfant est nourri soit au sein, soit au lait artificiel, mais essentiellement au lait. C'est son alimentation de base. Pas d'eau, L'eau n'est d'autres alimentations. pas obligatoire les premiers temps, mais l'OMS et toutes les sociétés savantes préconisent de faire de la première partie de la vie, qui sont les 6 premiers mois, de faire le lait, l'aliment de base du nouveau-né, du nourrisson. Très bien. Alors, chers téléspectateurs qui venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Business Santé, Business 24 et vous suivez Business Matin Santé. Aujourd'hui, sur mon plateau, le docteur Haddad Farid, il est pédiatre. Juste après le docteur Haddad Farid, nous échangerons avec le docteur Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Avec le docteur Haddad Farid, nous parlons de l'alimentation du bébé de 0 à 2 ans. Docteur, vous parliez de ce que dans les premiers instants de vie du bébé, c'est-à-dire de 0 à 6 mois, il est important de le nourrir essentiellement de lait, que ce soit le lait maternel ou le lait artificiel et pas d'eau, parce que c'est cela que préconisent les sociétés savantes. Je voudrais savoir, docteur, à quel moment proposer de nouveaux aliments dans ce cas-là au bébé? Les nouveaux aliments, c'est ce que vous appelez la diversification. Vous savez, la diversification, en général, ça se fait, on dit, à partir de 6 mois. C'est-à-dire, à partir de 6 mois, on introduit, en plus du lait maternel ou bien du lait artificiel, on introduit d'autres aliments. On introduit les aliments d'une façon progressive. Pourquoi on commence la diversification à 6 mois? Parce qu'on s'aperçoit que le lait, surtout le lait maternel, qui est l'aliment idéal pour les nouveau-nés et pour les bébés, n'est plus suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels du nourrisson. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de commencer à diversifier. Parce que si on ne diversifie pas l'alimentation, on risque de tomber dans les carences. Voilà. Par exemple, quel type de carence on peut constater chez un enfant qui n'a pas une alimentation diversifiée? Vous savez, il y a plusieurs types de carences. Quand vous avez, par exemple, un enfant qui nourrit au sein, quand il arrive à 1 an et demi, il ne nourrit qu'au sein, il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans son corps parce qu'il n'a pas eu les éléments nécessaires, essentiellement les protéines, qui sont amenés par la nourriture carnée ou bien par les protéines végétaux. Et surtout, il y a un problème de fer qui peut se poser. Parce qu'il faut partir avec l'idée que les aliments apportent des calories à l'organisme pour se développer. Si l'enfant ne mange pas ce qu'il doit manger théoriquement, soit il peut tomber sur ce qu'on appelle un régime hypocalorique et on a ce qu'on appelle la malnutrition calorique
qui, à l'extrême, on appelle ça le marasme, que tout le monde connaît avec les photos, dans les conflits et tout, on en voit des enfants très squelettiques. Ils sont en surpoids, en sous-poids. Ou bien vous avez la situation plutôt où c'est un manque de protéines, entre autres, qui est responsable de ce tableau. Et vous avez des enfants qui ont des problèmes de poids, mais essentiellement qui sont gonflés, qui ont des problèmes de peau. Et on appelle ça la malnutrition protéique. Et ça a un terme qui vient du Ghana qui s'appelle le kwashiorkor. On a trop entendu ce nom-là quand on était bébé, on était enfant, le kwashiorkor. Et vous savez d'où vient le mot kwashiorkor? Non, du tout. Le kwashiorkor vient d'un mot ghanéen. Et en fait, ça se passe dans les années 40, dans les années 50. Personne ne connaissait cette maladie. Et puis, il y a une dame médecin qui est au Ghana, une Anglaise, qui reçoit un enfant avec ce problème et personne ne savait ce que c'était. Et puis c'est une infirmière ghanéenne qui lui dit, mais docteur, nous on connaît cette maladie, ça s'appelle le kwashiorkor. Elle lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire le kwashiorkor? Elle lui a dit, chez nous, dans notre langue au Ghana, ça veut dire, c'est l'enfant qui est malade après la naissance de son petit frère. On ne comprend pas trop bien. L'enfant qui est malade après la naissance, en fait, que l'enfant n'a pas été, le frère aîné n'a pas suivi un processus normal de croissance, c'est ça? En réalité, en fait, c'est l'expression populaire, puisque c'est l'infirmière qui a dit ça au médecin. Mais après, à des études et tout, on s'est aperçu que c'est surtout une maladie due à une carence protéique avec une anémie et tout. Très bien. C'est pour vous dire d'où vient le mot kwashiorkor. Merci pour la petite histoire. Ouais. Alors, docteur, je voudrais savoir maintenant, pour évoluer un peu dans notre échange, à quel moment une maman peut se permettre comment, passez-moi le mot, de sévrer son bébé? Vous savez, le sevrage, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je suis un ardent défenseur de l'allaitement maternel. Jusqu'à 2 ans. Moi, je dis aux mamans, donnez ce que vous pouvez. Plus vous donnerez, plus on vous sera reconnaissant. Parce que l'allaitement maternel... Ça abîme les seins. Si on doit donner jusqu'à 2 ans, 3 ans. Ça n'abîme pas les seins. C'est le bénéfice que ça entraîne chez l'enfant est tellement supérieur aux inconvénients. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, je suis un ardent défenseur de l'allaitement maternel. Maintenant, l'allaitement maternel, toutes les sociétés savantes vous disent... Si une maman peut allaiter les 6 premiers mois de vie d'une façon exclusive, c'est très bien. Maintenant, si elle peut allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est encore mieux. Mais en diversifiant son alimentation. Maintenant, le sevrage revient à chaque maman. Le sevrage peut être dû soit d'une façon volontaire, soit le sevrage est dû à des circonstances qui sont indépendantes de tout le monde. Je prends un exemple, une maman tombe malade, elle prend des médicaments, ou bien elle est hospitalisée, elle est obligée de se séparer de son enfant. Ou bien une maman qui est en déplacement pour des funérailles, ou bien pour un travail, elle est obligée de laisser son enfant à la maison, et donc ça impose un problème de le nourrir, et elle doit trouver une solution pour essayer de le nourrir en se séparant progressivement du lait maternel. Donc, mais d'ores et déjà, le sevrage doit être fait d'une façon progressive. Tout sevrage brutal est très mauvais et entraîne toujours à des complications. Ok, très bien. Docteur, la question qui suit, là, beaucoup de femmes se la posent, et c'est une question de couple, tout ça. Je voudrais savoir, pour les femmes qui ont envie de reprendre une activité sexuelle après avoir accouché, donc qui allaitent leur enfant, à quel moment il faut se mettre... Vous savez, allaiter un enfant n'est pas une contre-indication à l'acte sexuel. Est-ce qu'on peut reprendre l'activité sexuelle après une semaine d'accouchement, 2 semaines, 3 semaines? Madame, l'acte sexuel, le collègue qui est à côté de vous va en parler avec plus largement, mais d'ores et déjà, l'acte sexuel revient surtout, c'est un acte désiré par le couple. Je peux vous dire que l'acte sexuel n'est pas l'allaitement n'est pas une contre-indication à l'acte sexuel. Maintenant, il y a des facteurs
qui sont dues à l'accouchement, qui sont dues à d'autres, à des facteurs psychologiques. Par exemple, une femme qui vient d'avoir une césarienne ou bien qui vient d'avoir une épisiotomie a beaucoup de mal à accepter la pénétration, voyez. Ou bien si une femme qui a des problèmes, elle est fatiguée parce que elle ne dort pas, parce qu'elle a du mal à dormir à cause de son enfant. Tout ce qu'elle demande, c'est se reposer. Se reposer combien de temps? Écoutez, il n'y a pas de... C'est très variable. Mais je vous dis, d'ores et déjà, il n'y a pas de contre-indication. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est une nouvelle grossesse. Sinon, il n'y a pas de problème de risque pour l'enfant aussi. Non, il n'y a pas... S'il y a une nouvelle grossesse, ça, c'est embêtant, aussi bien pour la maman que pour tout le monde. Parce que c'est ce qu'on appelle des grossesses rapprochées, surtout si la maman a une césarienne. Très bien. Merci, docteur. Si vous avez un dernier mot pour des conseils, des derniers conseils à l'endroit de toutes ces mamans, des papas aussi, pour l'alimentation de leur bébé. Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis un ardent défenseur de l'allaitement maternel. Quand ma fille a accouché, elle a accouché la veille des problèmes sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit à ma fille, tu vas allaiter ton enfant. Je l'ai obligée à accepter d'allaiter son enfant. Et quand il y a eu ces problèmes, tout était fermé. Des gens cherchaient à droite et à gauche à leur nourrir leurs enfants. Il n'y avait pas, toutes les pharmacies étaient fermées. Elle avait son sein. Elle avait le sein, elle a donné le sein à son bébé. Elle était tranquille. Merci, docteur. Donc ça, c'est une bonne preuve pour inciter les femmes, les mamans à allaiter leurs enfants. Maintenant, je sais que pertinemment, il y a des situations où les mamans sont obligées de reprendre le travail. Elles sont obligées de compléter avec des biberons. Mais autant vous pouvez allaiter votre enfant, faites-le. Et tout le monde vous sera reconnaissant. Le bébé d'abord. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la relation fusionnelle qui existe entre le bébé et sa maman quand la maman est dans le sein. Je vous donne un petit exemple. Tout dernièrement, à mon cabinet... On est presque à la fin de notre échange, docteur. À mon cabinet, il y a un couple qui est venu me voir. Et le monsieur me dit, je veux que ma femme arrête d'allaiter. Je dis à madame, vous voulez arrêter d'allaiter? Elle me dit non. Je dis, madame, c'est vous qui décidez. Même si votre mari dit, je ne veux plus que vous allaitez, c'est à vous de décider quand est-ce que vous allez pouvoir arrêter. Mais arrêtez d'une façon progressive. Je vous remercie. Merci bien, docteur. Merci, docteur Farid, avec ces bons conseils. Je vous propose de marquer une pause et on revient avec le docteur Jean-Paul Kwame pour parler des préliminaires dans la sexualité du couple. De retour sur notre plateau de Business Matin Santé et là je suis maintenant avec le docteur Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien et aujourd'hui nous avons décidé de parler des préliminaires dans la sexualité du couple. Rebonjour docteur. Bonjour Irène. Alors docteur, vous avez suivi avec grande attention ce qu'on a, notre échange avec le docteur sur l'alimentation des bébés. Avant d'allaiter le bébé, avant même qu'il ne vienne au monde, il faudrait le mettre... enclencher le processus pour qu'il vienne au monde. Et parmi ce processus-là, il y a les préliminaires. Docteur, ma première question, c'est comment pourrait-on définir les préliminaires? D'accord. Les préliminaires, il faut le savoir, c'est tout ce qui peut faire monter l'excitation sexuelle. Donc, on peut noter qu'il y a des gémissements, ça peut être des gémissements, ça peut être des mots d'amour, ça peut être des attouchements, ça peut être des câlins et des baisers dans le visage et sur tout le corps. Très bien, voilà. Bien dit. Et ce qui n'est pas, je rappelle, je précise, et ce qui n'est pas un préliminaire, c'est le cunnilingus et la fellation. Ce sont des actes sexuels en bonne et due forme. Oui. Ah, ça c'est nouveau à apprendre. Oui. Mais pourquoi on fait cet amalgame-là depuis longtemps? Parce qu'on ne sait pas. Je vous explique une chose. Beaucoup vont se poser la question, mais pourquoi? Préliminaire veut dire on dit préliminaire. Ça veut dire au seuil de,
au seuil de quoi? Au seuil de l'amour, au seuil de la pénétration. Donc, lorsque vous faites la fellation, il y a pénétration. Lorsque il y a pénétration du sexe dans quelque part d'un organe du corps, on ne parle plus de préliminaire. On parle d'acte sexuel. D'acte sexuel. C'est important de préciser, de rappeler. Voilà. Très bien. Alors, tous ceux qui croyaient que les préliminaires n'étaient pas les... Tous ceux qui croyaient que la fellation et le cunnilingus sont des préliminaires, eh bien, sachez que à partir de ce moment-là, vous avez commencé l'acte sexuel en bonne et due forme. Voilà. Très bien dit. Avis à tous ceux qui le faisaient, qui ne savaient pas, qui pensaient que ce n'était pas l'acte sexuel. C'est un acte sexuel. Et nous poursuivons, docteur. Je voudrais savoir maintenant, comment est-ce que les femmes abordent les préliminaires de la même manière que les hommes? Eh bien, non. Non. Pourquoi? Parce que le corps, les zones érectiles des hommes est très différent des zones érectiles des femmes. Les femmes ont la zone érectile qui est 3 fois plus grande que la zone érectile des hommes. Donc, du coup, comme c'est 3 fois plus grand, il faut 3 fois plus de temps pour faire monter l'excitation chez la femme. C'est de là aussi que viennent les problèmes avec les hommes pour dire que les femmes sont compliquées à exciter, à satisfaire et tout ça. Voici l'explication tout simple. Et combien de temps consacré aux préliminaires dans ces cas-là? Le temps indiqué, le temps minimum syndical est de 20 minutes de qualité. En tout cas, c'est la moyenne. Les hommes ne durent pas toujours. 20 minutes, c'est trop pour un homme qui est pressé. Justement, c'est la question aussi. C'est gênante qu'on se pose. 20 minutes, c'est beaucoup, mais c'est le temps minimum de qualité, en moyenne, pour une femme, pour faire monter l'excitation. Ça ne veut pas dire... l'homme, parce que les préliminaires ne suffisent pas seulement pour la satisfaction de la femme. Je pense. Oui, ne suffisent pas. Mais l'homme, il faut savoir que l'homme, en 3 secondes, peut être excité. Ah bon? L'homme n'a pas une zone érectile, je le disais tantôt, n'a pas une zone érectile assez vaste. Donc, lui, il a une seule zone, c'est-à-dire que le pénis seulement suffit pour que tout son corps soit en alerte, soit prêt pour l'acte sexuel. Alors que chez la femme, c'est très différent. Et donc, on nous dit que c'est la femme qui a le sexe faible. Elle est difficilement excitable. Celui qui est plus facilement excitable, on l'appelle le sexe fort. Bon, ça, c'est l'une de mes réflexions. Et donc, pour la femme, il faut consacrer 20 minutes, au moins 20 minutes pour arriver de qualité dans les préliminaires. Pour l'homme, 3 minutes, ça suffit déjà. Et docteur, je voudrais savoir, est-ce que les préliminaires sont seulement les baisers, les caresses? Quel baiser, quelle caresse donner pour arriver à satisfaire son partenaire? D'accord, pour ça, il faut communiquer. Il y a ce qu'on appelle en sexologie la communication sexuelle, qui consiste à faire un briefing après chaque coït. C'est-à-dire lui poser la question, est-ce que tu as aimé telle pratique ou telle position, de sorte que vous puissiez à deux éloigner ce que l'un et l'autre n'aiment pas et s'améliorer dans ce que l'un et l'autre aiment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, votre partenaire n'aime pas, par exemple, la fellation. Vous n'allez plus continuer à le faire. Au contraire, si la femme préfère le cunnilingus... Mais vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas un préliminaire, donc on ne va pas les citer, ça. Non, on ne les cite pas, mais je suis en train de parler de ce qui est préférable, de ce qui est... Je peux prendre un autre exemple, les caresses des cheveux, par exemple. C'est une zone qui excite aussi la femme. Donc, si il y a des femmes qui vont vous dire, moi, j'aime pas. Si elle n'aime pas, vous n'allez pas perdre votre temps à caresser ses cheveux. A contrario, si elle vous dit, je préfère, ça me plaît, ça me donne beaucoup d'excitation, et bien là, vous allez vous améliorer. Voilà. Donc, c'est vraiment... il faut communiquer. Voilà, il faut communiquer pour comprendre les frustrations, les préférences de l'autre en matière
d'actes sexuels. Docteur, est-ce que le fait de zapper l'étape des préliminaires ou de les trouver ennuyeux ou de dégoûtants n'est pas un signe d'instabilité mentale? Oui, ça c'est une question aussi, c'est une très belle question. Il faut préciser que nous avons remarqué que les personnes qui rejettent de façon radicale les préliminaires sont des personnes très souvent qui ont des problèmes psychologiques en matière d'amour. Ce sont des personnes qui pratiquent les paraphilies. Les paraphilies, c'est quoi? Ce sont des actes sexuels condamnables par la loi. Je prends des exemples, c'est-à-dire que, par exemple, se masturber en public. C'est un acte c'est un délit. Donc, on vous prend, on vous met en prison. Le viol, par exemple. On vous prend, on vous met en prison. Le voyeurisme, les personnes qui se cachent pour regarder les femmes ou les hommes nus. Vous faites ça. Voilà. Donc, très souvent, des personnes qui refusent catégoriquement les préliminaires ont ce problème-là. Mais il y a aussi une autre explication. C'est l'éducation. Si on n'a pas été éduqué à la chose, on a tendance à refouler. Mais avec ces personnes-là, après 1-2 consultations, on peut régler le problème avec eux. Docteur, vous parliez tout à l'heure de l'éducation. Si on n'a pas été éduqué à ces choses-là, comment faire apprécier les préliminaires à une personne qui ne les aime pas, qui les zappe? Quelles sont les astuces pour l'emmener à aimer? D'abord, il faut dire que ça se passe en consultation. Ça va être plusieurs séances d'entretien avec cette personne. Le partenaire ne peut pas arriver à faire ça? Le partenaire peut commencer avec les doigts, petit à petit, de petites caresses sur le ventre, jusqu'à atteindre le niveau, jusqu'à atteindre son objectif, c'est-à-dire que la façon dont elle voudrait, ou dont il voudrait lui aussi être caressé, voilà, ou caressé. Voilà. Donc, c'est petit à petit, en commençant au niveau du nombril par le ventre. Mais pour une personne qui n'aime pas, c'est une question, pour une personne qui n'aime pas, qui n'est pas habituée, est-ce que aller directement au ventre n'est pas fait braquer la personne? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par les cheveux, par les oreilles, par des parties un peu plus loin de la ceinture, quoi? Donc, ces personnes-là, on ne va pas attendre d'être déshabillé, couché dans le lit pour commencer. Parce que l'acte sexuel, ce n'est pas seulement dans le lit. Beaucoup se trompent. Les préliminaires, j'ai oublié de le citer, ça peut être des appels téléphoniques. L'acte sexuel se prépare depuis le boulot. Ah bébé, j'ai envie de toi. Est-ce que tu sais quelque chose? Je suis assise au salon sans culotte. Tout ça, ça va faire monter l'excitation. Vraiment. Ce monsieur qui est au travail en veste. Et ça va l'emmener à vite rentrer. À vite rentrer et à voir sa femme qui est nue. Brûler les feux rouges. Voilà. Brûler les feux rouges. Docteur dit brûler les feux rouges. C'est une bonne expression. Il y a une dame qui me dit, à moi, mon mari, souvent je le surprends au travail et je lui dis dans les oreilles, tu sais quoi? Il dit non. On va pas dire. Je n'ai pas porté de culotte. Et ce jour-là, il ne travaille plus, il se rend à la maison. Tout ça, c'est les préliminaires. Tout ça, c'est des préliminaires. Donc, on ne va pas attendre forcément d'être couché, nu, avant de commencer. Et les préliminaires, ça peut être aussi la danse indienne qu'on appelle la danse du ventre. Donc, tout ça, c'est la préparation à l'acte sexuel. Donc, caresser les cheveux, comme vous l'avez dit, effectivement, ça peut se faire, mais ça peut se faire à partir depuis le restaurant, depuis lorsqu'on marche dans le quartier, main dans la main. Tout ça, lorsqu'on est assis en train de bavarder, on peut commencer à caresser le bras du partenaire. Donc, sans attendre qu'on soit en chambre. Chers téléspectateurs, actuellement, nous sommes à notre second invité. Il s'agit du docteur Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Et avec le docteur Jean-Paul Kwame, nous parlons des préliminaires, l'importance des préliminaires dans la sexualité du couple. Et là, j'en suis à ma prochaine question, docteur. Est-ce qu'il existe des parties, des zones communes, universelles, tant chez l'homme que chez la femme, qui soient très sensibles et qu'on pourrait, à coup sûr, quand on les touche, être sûr qu'on excitera notre partenaire? D'accord. Il faut savoir, il y a une liste standard, tant chez l'homme que chez la femme. Mais cette liste-là ne suffit pas. C'est dans la pratique de l'acte sexuel que vous allez découvrir que chacun
D'où l'importance de la communication sexuelle, que chacun va découvrir l'autre. Donc, il est important chez l'homme, sans réfléchir, je vous dis que c'est le pénis, seulement. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Ils n'ont pas beaucoup de zones, les hommes. Ils n'ont pas beaucoup de zones, mais vous pouvez croiser, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, ah moi, le bas du dos, le bas de la nuque, la plante de mes pieds. Chez la femme, il y en a beaucoup. Il y a les lèvres, il y a le clitoris, nous avons les seins, le téton, et nous avons le bas de la nuque pour les femmes aux longs cheveux. Et l'oreille. Ah, les pour oreilles, les femmes aux longs cheveux. Pour les femmes aux longs cheveux. Toutes les femmes aux longs cheveux. Toutes les femmes aux longs cheveux ont le bas de la nuque sensible. Donc, ça, c'est la liste standard. Mais, à part ça, chaque femme a sa partie qui est un peu plus sensible que l'autre. Voilà, donc c'est aussi à découvrir. Très bien. Docteur, est-ce que des préliminaires plus longs ou plus courts ont un effet sur l'éjaculation? Non, les préliminaires n'ont pas d'incidence sur l'éjaculation. C'est vrai que pour un homme qui n'est pas habitué aux préliminaires, des préliminaires longues de 20 minutes peuvent le faire éjaculer assez rapidement. Mais petit à petit, s'il accepte d'accompagner sa partenaire dans les préliminaires, c'est un homme qui sera finalement fort, qui pourra maîtriser lui-même son éjaculat et qui va contrôler lui-même sa sexualité. On a plus de plaisir sexuel quand les préliminaires sont longs. Oui, plus de plaisir sexuel ressenti, et plus par la femme que l'homme, hein. Il faut préciser. Plus par la femme que l'homme. J'espérais que ce soit partagé pour que les hommes s'y adonnent, mais bon, ce sont les femmes qui sont gagnantes. C'est le sexe fort. Bon, moi, je déclare que les femmes sont le sexe fort parce qu'elles mettent plus de temps à être excitées. L'homme, il suffit de le toucher rapidement et puis ça va. Alors, docteur, la prochaine question, c'est est-ce qu'on peut avoir un orgasme sans préliminaire? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les hommes ont tout le temps des orgasmes, même sans érection. En regardant simplement. Même sans érection, l'homme peut avoir des orgasmes. Chez la femme, c'est compliqué, c'est difficile. C'est très difficile. Et ça dépend aussi de son passé avec la sexualité. Les études ont démontré que 40% des femmes sont frigides. Ça veut dire quoi? 40% des femmes se donnent à leur mari, soit juste pour faire plaisir au mari, soit juste pour éviter les crises de couple. Donc, 20%... Donc les hommes ne sont pas à la hauteur très souvent dans ces 40% de femmes. Oui, il y a aussi... c'est un autre sujet qu'on va aborder prochainement parce que c'est très vaste. Si je commence, je ne pourrai pas m'arrêter. Et il y a 20% des femmes qui souffrent de dyspareunie. Les femmes, par exemple, violées pendant l'enfance... votre premier partenaire qui vous dépucelle, qui a mal fait la chose, tout ça peut mal vous marquer et vous éloigner de la sexualité. Donc, on peut atteindre l'orgasme, oui et non. Et je dirais que ça dépend, pour les femmes, tout dépend de l'histoire, de leur histoire avec la sexualité. Et pour les hommes? Pour les hommes, je l'ai dit, hein, ils n'ont pas assez de problèmes. Un homme, quel que soit son problème qu'il a eu avec la sexualité, peut avoir des orgasmes facilement, même sans érection. Même sans préliminaire aussi. Même sans préliminaire. Ils n'ont pas besoin de préliminaire. Sans érection. Même sans érection. Comment ça se fait? Ça se manifeste comment? Sans érection, on a des orgasmes. Mais tout se passe dans la tête. Et tout se passe dans le corps. C'est-à-dire, comment ça se passe? Lorsque vous voyez une femme, lorsqu'un homme voit une femme nue, le cerveau, les yeux vont communiquer au cerveau que voici une femme nue en face de toi. Le cerveau va communiquer au cœur que voilà, le propriétaire de nos yeux, du cerveau qui est là, a vu une femme nue. Donc le cœur va pomper le sang dans la partie génitale de l'homme. Sauf que là, il n'y a pas possibilité de pomper le sang parce que il y a obstruction peut-être des voies qu'on appelle le corps caverneux, le corps spongieux, qui sont chargés de transporter le sang jusqu'au pénis. Et donc, ça va être obstrué, mais ce n'est pas un problème.
l'homme pourra ressentir du plaisir en regardant cette femme, ça peut être sa femme, en regardant sa femme nue, en regardant un film pornographique. Et il pourra être excité jusqu'à atteindre un orgasme. Sans érection. Sans érection. C'est possible pour l'homme. La science nous dit que c'est possible, on y croit. Alors là, chers invités, docteur, s'il y a un dernier conseil à donner à toutes ces personnes-là qui ne trouvent pas de plaisir dans les préliminaires, ces personnes qui veulent emmener leur partenaire à apprécier les préliminaires, qu'est-ce qu'on peut dire? Apprécier les préliminaires, on peut leur dire que les préliminaires ne sont pas quelque chose qui peuvent retarder la sexualité. Je parlais de 20 minutes tout à l'heure, mais ce n'est pas toutes les femmes qui demandent 20 minutes. Il y a des femmes qui vont vous dire, moi, en 3 minutes, je suis excité, en 10 minutes, en 7 minutes, en 1 minute. C'est au cas par cas. Merci. Et donc, vous pouvez commencer. Et la femme même, qui a besoin tout le temps de 20 minutes, arrivé un moment, va commencer à baisser pour vous dire, ah, sincèrement, aujourd'hui... Va droit au but, mon camarade. Aujourd'hui, j'ai besoin de 2 minutes, de 5 minutes et autres. Donc, les préliminaires, c'est très important. Messieurs, adoptez les préliminaires pour le bonheur du couple. Merci bien, docteur Jean-Paul. Docteur Jean-Paul Kwame est sexologue clinicien et nous parlions avec lui à l'instant de l'importance des préliminaires dans la sexualité du couple. Avant le docteur Jean-Paul Kwame, je recevais le docteur Haddad Habib Farid, pardon. Il est pédiatre. Docteur, merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux spécialistes et des sujets qui, je pense, pourront vous faire encore plus de bien. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.